On en parlait un peu plus tôt avec Florence Lamoureux. Hydro-Québec a annoncé un peu plus tôt aujourd'hui qu'ils avaient explosé leurs objectifs là, pour le financement d'installations de thermopompes. L'enveloppe est déjà épuisée, donc on a arrêté là, de prendre des nouvelles demandes. Florence? 20 000 places, puis là, on avait 30 000 demandes. Évidemment, il faut analyser la recevabilité, mais certains critiquent cette mesure-là. Il y a aussi, évidemment, d'autres projets pour l'installation de panneaux solaires. Je lisais ce matin, là, Énergie solaire Québec, là, qui n'est pas contre ça, mais qui disait c'est un peu le bordel. Il y a plein d'espèces de Joe Blow là, qui s'improvisent soudainement installateurs parce que les subventions sont généreuses, fait qu'ils flairent la bonne affaire. Bref, on sent qu'on veut faire de la production, de la capacité, on veut réduire la consommation, mais on y va un peu vite. Et bon, ce sont de petites anecdotes, de petites erreurs, mais comme chaque fois, ça pose la question de comment on gère l'énergie, l'électricité au Québec. Longue introduction pour t'introduire. Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'IEDM. Hydro-Québec, bon, tu vas me dire qu'il faut privatiser ça, j'imagine, mais encore, là, quel est notre point de départ? Ben, notre point de départ, d'abord, restons sur la question des thermopompes et des panneaux solaires. Je pense que c'est assez clair qu'en novembre 2023, M. Sabia, qui était à l'époque le PDG, a déposé un plan extrêmement ambitieux, là, puis c'est le cas de le dire, et il y avait ça, là, l'objectif d'avoir au moins 100, 120, 140 000 personnes avec des panneaux solaires, donc pour réduire là, la pression sur le réseau. L'objectif est à 125. Là, 125. Maintenant, c'est l'objectif final sur lequel on atterrit. L'élément que je veux dire qui est vraiment important, je pense, c'est que notre vision, là, tout le moins la vision du gouvernement du Québec, c'est on veut plus de thermopompes. On veut plus de panneaux solaires. L'État, à travers Logivert, qui est le programme de subvention, va subventionner les gens. Ce que j'ai envie de dire, puis c'est des recherches que j'ai vues aux États-Unis, franchement intéressantes, c'est on devrait créer un marché du négawatt. Autrement dit, on devrait permettre à des entreprises privées, première des choses qui me viennent en tête, c'est notamment les centres de données, là, les fameux data centers, de dire, ben nous, on veut des mégawatts. Mais c'est difficile d'avoir d'accès à des mégawatts. Tu le sais, Francis, là, il y a de moins en moins d'électricité disponible. Est limitée. Voilà, extrêmement limitée, puis ça va prendre plusieurs années. Par contre, on devrait avoir des agrégateurs du style ILO, mais privés, puis dit, ben attends un peu, là, les gens veulent des thermopompes, les gens veulent des panneaux solaires, puis on a des entreprises qui veulent de l'électricité, puis de dire, ben on en veut, mais il n'y en a pas de disponible. Donc, si on peut s'assurer de réduire la pression sur le réseau d'Hydro-Québec, notamment dans la puissance de pointe en hiver, ben, on pourrait se dire, ben là, vous avez accès à une bonne partie de l'électricité. Donc, cette dynamique-là, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il y a potentiel d'avoir plus de thermopompes, plus de panneaux solaires, mais pas passer par l'État. Passer par le marché privé, ça commence à être étudié aux États-Unis. Je trouve ça intéressant. Juste revenir, parce que tu as utilisé un mot que les gens ne connaissent peut-être pas à la maison, le négawatt. Essentiellement, c'est de payer quelqu'un pour un kilowatt qui n'est pas utilisé. Absolument. Juste peut-être expliquer rapidement là, comment ça fonctionne? Ben, essentiellement, si vous avez un panneau solaire, puis vous êtes un peu off-grid avec la consommation, mais ça fait en sorte que vous avez pas la pression de l'utilisation d'électricité sur le réseau d'Hydro-Québec, donc ça devient disponible. L'un des vrais problèmes au Québec, probablement le principal, là, c'est la pointe hivernale où ça demande tellement au réseau d'Hydro-Québec, notamment le chauffage résidentiel. Quand on regarde le plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec, 15 000 mégawatts sur un peu plus de 40 000, c'est le chauffage résidentiel. Donc, il y a énormément de marge pour ce type de marché-là. Augmenter les thermopompes, augmenter les panneaux solaires, mais pas faire payer pour le thermopompe ou plutôt les panneaux solaires de pierre. Ça, je pense que ça serait intéressant. Moins d'État, mais plus de déploiement. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, ce que j'en comprends, et encore une fois, tout ça est quand même compliqué. Là. Bon, il y a plusieurs sortes de... Mais tu sais, Hydro-Québec, bon, on peut dire qu'il faut privatiser, mais mettons qu'on dit qu'on veut pas tout changer le demain matin, à la marge, aujourd'hui, ils veulent créer de la nouvelle capacité hydroélectrique, éolienne, des grands parcs de solaire. C'est compliqué. Il faut s'entendre avec les Autochtones. Puis à la limite, avec les coûts de construction qu'on a aujourd'hui, là, on retrouve des 10 cents, des 12 cents le kilowattheure et plus. Bon. Et donc, la logique telle que je la comprenais, c'est on dit on va donner à Gabriel Giguère une subvention de quelques $1000. Puis en fait, l'énergie qu'on va sauver, puis tu sais, si on fait ça sur 100 000 ménages, là, ça va être comme l'équivalent d'un barrage, mais quasiment à meilleur prix. C'est-à-dire, c'est moins cher de donner des subventions que d'aller mettre un barrage. Et donc, il y a comme une efficacité économique, carrément, dans cette manière de faire-là. De même pour les panneaux solaires, là, c'était de dire, je vais te donner, je sais pas, c'est des gros montants. Là, j'ai fait faire un devis chez nous. Là, c'est comme... J'ai entendu ton entrevue, j'ai été surpris. C'était des dizaines de milliers de dollars, mais dans la logique d'Hydro-Québec, j'allais leur faire économiser genre un bout de barrage. Je réitère, sans démanteler Hydro-Québec,
est-ce que tu adhères quand même, toi, à cette logique-là? C'est efficace quand même dans une certaine mesure. C'est pas complètement inintéressant. J'aimerais voir les chiffres. J'aimerais voir les chiffres concrètement pour voir c'est quoi le coût par kilowatt évité. Parce que la réalité, c'est peut-être de dire, avec la construction, le délai de construction, tu sais comment c'est long aussi, à la base de faire ton appel d'offres jusqu'à avoir des éoliennes en service, c'est pas 2 semaines. Les barrages, on s'en rappelle, il y a quelques années, M. Legault, quand il était premier ministre, c'était sorti, ça n'a pas de bon sens, 15 ans pour un barrage. Il y a cet élément-là aussi de dire, est-ce que c'est parce que c'est plus tard, on a toujours pas un plan. Là, voilà. Donc ça, c'est vraiment une réalité qui est importante. Un autre élément là, qu'on pourrait faire aussi pour réduire la consommation, puis là, on s'en va sur un sujet où c'est loin de faire l'unanimité, mais la question du tarif. Ouais. Le fameux tarif. Je pense aujourd'hui qu'on ne paye pas assez cher au Québec. C'est assez clair. Quand on compare notamment dans le nord-est canadien, j'avais fait la comparaison il y a quelques années, puis on était presque à la moitié du prix qu'on payait. Puis si on est capable de monter de façon progressive sur 10 ans le tarif au moyen, on augmente les bénéfices d'Hydro-Québec, on s'assure d'aider quand même les ménages les moins nantis. Là. Il y a des ménages qui seront peut-être pas capables de payer ça, cette augmentation de tarif-là, mais on met de l'avant une incitation économique à l'utilisation optimale de l'électricité. Je sais pas si on sera pas d'accord là-dessus, mais je pense ici que c'est quand même assez important parce qu'au final, si ça coûte pas cher, c'est quoi notre incitation? Notamment les grandes alumineries, là, c'est un autre pan, mais on a certains rabais. On se dit, est-ce qu'ils ont l'incitation économique à maximiser l'utilisation d'électricité? Je suis loin d'être certain. Oui, je comprends. Je suis pas en désaccord, mais juste pour faire un peu l'avocat du diable, parce que j'en parle régulièrement, moi, ces enjeux, tu sais, je suis quand même un passionné d'électricité en général, de chars électriques en particulier, mais mettons, restons sur l'électricité. À chaque fois que je parle d'augmenter le tarif hydroélectrique en disant ça va valoriser tout, il y a des gens, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous écrire là, à l'instant ou un 87 Cube Radio qui vont dire c'est déjà cher, c'est la chose qu'on a, c'est le bloc patrimonial, c'est à nous cette affaire-là. Puis je te jure, là, puis je veux pas décrédibiliser ces témoignages-là. C'est des gens qui trouvent que la vie est chère, que l'épicerie augmente, que le logement augmente, que les chars augmentent. Puis coudonc, s'il y a bien une affaire qui nous reste, c'est l'électricité pas chère. Pouvez-vous sortir de les mains de mon portefeuille? Là, tu viens de nous dire, non, tu sais, 3% par année ad vitam aeternam. Tu dis quoi à ces auditeurs et ces téléspectateurs? Faut leur répondre, totalement. C'est vrai que si je dis, c'est fini, vous allez payer 2 fois plus cher votre électricité, bonne journée, ça fonctionne pas. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, ça dépend. Je suis un gars ambitieux, fait que peut-être que dans 10 ans, c'est possible. Le point étant que si vous augmentez de beaucoup les bénéfices d'Hydro-Québec, si on passe d'un 2-3 milliards à un 8 milliards, par exemple, j'avais fait le calcul il y a quelques années, puis c'était beaucoup plus important. Quelle est de façon symétrique la baisse d'impôts potentielle au Québec? Là, on commence à parler. Là, on commence à dire, OK, vous avez l'incitation économique de réduire votre consommation d'électricité. Il y a une possibilité de réduire les impôts provinciaux. Mais par contre, ça ne pourra pas être du 1 pour 1. La raison étant qu'il y a des gens qui payent probablement pas d'impôts au Québec et qui pourront pas absorber. Ça va prendre un programme très précis pour ces gens-là. Pas un programme là où on se dit, tout le monde va pouvoir avoir accès à ça. Non. Très précis pour ceux qui n'ont pas les moyens, baisse d'impôts ensuite. Et là, je pense que les Québécois vont pouvoir se dire, attends un peu, ça peut être intéressant si on baisse les impôts. Le problème ici, c'est que ça va être des politiciens qui vont s'engager à dire ça. Fait qu'on va avoir l'augmentation des tarifs. Et pas la baisse d'impôts. Donc, c'est pour ça. Moi, je suis pas politicien. J'ai pas la pression de me faire élire. Donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est important que les deux aident pair. Et encore une fois, ce que je comprends, puis tu sais, j'ai pas tous les petits détails, mais c'est que c'est souvent les gens qui sont les plus serrés, qui sont peut-être les plus bas salaires, qui évidemment payent pas le plus d'impôts. Ils vont dire, moi, je vais me faire charger plus pour mon électricité. Puis qui va bénéficier des baisses d'impôts? Ceux qui en payent, forcément. Donc, les riches, c'est forcément les gens qui gagnent des 100 000 et plus. Et donc, ultimement, ça fait en sorte que moi, je paye plus, puis les riches ont moins d'impôts. Encore une fois, un sentiment que cette augmentation-là que tu proposes pourrait engendrer de l'iniquité dans la société québécoise, alors que c'est pas gratuit, là, mais ce tarif faible qu'on a, il est quand même égalitaire, là, on pourrait dire, dans une certaine mesure. C'est sûr que si on compare, par exemple, l'Est canadien, là, puis on prend les autres provinces, le Nouveau-Brunswick, tout ça, c'est pas cher par rapport au nord-est américain, là. Soyons clairs, là, c'est sûr qu'on paye vraiment, vraiment pas cher au Québec, mais on paierait un peu plus cher, mais ça serait pas particulièrement cher, faut le mentionner. Maintenant, faut aussi voir la pression fiscale sur les ménages québécois. Le Québec a une pression fiscale très élevé au Canada, aux États-Unis. Donc, si on dit aux gens, on va baisser vos taxes, c'est parce que ceux qui en payent beaucoup. Donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est pas un problème. Maintenant, c'est de voir comment ça se déploierait au sein du gouvernement du Québec. J'espère qu'on va avoir une discussion sur le sujet parce que si on veut s'assurer d'optimiser l'utilisation d'électricité, il va falloir un jour qu'on parle de tarifs. Le problème, c'est que politiquement,
C'est pas payant. Là. Il y a personne qui se dit, moi, je m'en vais devant la caméra puis je vais faire des points politiques avec ça. Donc, il faut absolument faire une bonne pédagogie, notamment avec la symétrie de la baisse d'impôts. C'est drôle que tu parles de pédagogie parce que je trouve qu'effectivement, souvent, nos politiciens sont un peu couillons, honnêtement, par rapport à ça. Parce que, tu sais, puis François Legault, le premier, là, tu sais, il se la jouait un peu, non, mais là, 3%, tu sais, un peu comme, quasiment comme ici. Mais alors que je suis sûr que c'est un homme intelligent, c'est un comptable, Simonac. Je veux dire, il comprend, mais tu sais, il refuse de faire la pédagogie et il se réfugie derrière un genre de protection de la classe moyenne qui, finalement, est très inefficace. Je voudrais... Et donc, finalement, comme je te dis, on était assez d'accord là-dessus. Je voudrais quand même finir sur un truc. Il y a un projet de loi, le projet de loi 69, qui a été adopté. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet ni le lieu, mais ce projet-là, une des mesures qui était incluse dans cette loi-là, c'est de favoriser à ce que les entreprises puissent elles-mêmes produire de l'énergie. Tu veux installer une éolienne dans la cour, tu veux mettre des panneaux solaires, puis tu sais, être quasiment autonome. Et plus tu veux en vendre à Hydro-Québec, tu peux, puis même, tu sais, on va t'encourager à le faire. Il y a un gros projet actuellement au Québec qui découle de ça, c'est le projet de TES Canada là, dans la Haute-Mauricie, qui fait beaucoup de colère, là. Je sais pas, j'ai pas les proportions, mais qui fait pas que des heureux, on va dire ça comme ça. Comment vois-tu éventuellement la mise en œuvre de ces idées là, de permettre à tout et n'importe qui de faire de l'électricité dans sa cour? Ben, il y a deux éléments. Sur la base, je pense que le projet de loi 69, c'est pas tout à fait de la libéralisation, il faut aller plus loin. Pour le projet précis de TES Canada, ben, c'est un peu complexe. C'est-à-dire qu'il faut respecter le fait que TES Canada, si il a son territoire, ben, c'est un peu sa propriété. Donc, s'il a sa propriété, respectons ça. Sauf que des éoliennes, ça gâche le paysage, ça fait du bruit. Tu sais, je sais pas. Absolument, mais les autres aussi ont une propriété privée. Il faut respecter leur propriété. Et donc, par extension, je pense que d'un dédommagement financier est incontournable. C'est incontournable. Puis aujourd'hui, je m'informais justement sur le projet. Puis ce que je voyais, c'est que TES Canada, pour un périmètre, en fait, si t'es à 1,5 km d'une éolienne, tu reçois 3 000 $ par année pendant 30 ans. Donc, c'est 104 000 $. Je trouvais ça pas inintéressant. Où on respecte le droit de propriété d'un et de l'autre. Et là, je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer plutôt que de dire TES Canada, let's go, ça me dérange pas. Ou de dire, vous avez le droit de veto sur toute la population, même si c'est pas sur votre propriété privée. Je pense que c'est un équilibre qu'on doit aller mener parce que la réalité aujourd'hui, puis tu l'as dit, Francis, en commençant, on n'a toujours pas de projet de barrage. Est-ce qu'on va être capable avec la relation avec les Premières Nations? On nous dit que ça va être avec les éoliennes, mais après ça, on a du pas dans ma cour. On va le faire comment pour aller chercher le 200 TWh de plus? J'ai pas de bonne réponse avec toi. J'ose croire que, il y a eu Pessamit récemment qui s'est prononcé contre une entente, mais tu sais, j'ai le sentiment qu'on va éventuellement, j'espère, en tout cas, converger vers quelque chose de gagnant-gagnant. Ouais. Mais ça règle un problème, mais effectivement, le reste un gros point d'interrogation. Ça fait énormément réagir sur la messagerie, Florence. J'ai pas de problème avec le principe utilisateur-payeur, mais ça prend effectivement une baisse d'impôts, tu le disais bien. Étienne dit quelque chose qui est intéressant, peut-être en conclusion, Gabriel, pourquoi ne pas établir un prix selon l'utilisation à la place? Ceux qui consomment plus vont payer plus cher. Il y a déjà, je pense, une proposition d'Hydro-Québec en ce sens-là. En ce sens-là, des maisons qui vont plus consommer. Je suis pas trop dans la discrimination. Je trouve pas ça totalement inintéressant, mais moi, j'ai plus une approche où je me dis, le tarif en général devrait être plus élevé. Comme ça, tout un chacun va pouvoir rationaliser son coût. Puis de toute façon, la personne là, qui utilise 5 fois plus d'électricité, il va payer 5. Je veux dire, à la fin de la journée, cette augmentation-là de peut-être 100% du tarif sur plusieurs années, lui, il va en payer plus. Donc, cette idée, je pense que c'était 35 000 kWh par année. Au-dessus de ça, c'était comme un autre prix. Là. Puis ça montait dans le temps jusqu'à genre 20 cents le kilowattheure. C'était quand même assez agressif. Puis ce que j'entendais beaucoup, encore une fois, c'est des sujets qui reviennent régulièrement dans l'actualité, c'est des gens qui disaient, si nous, on est 6 dans la maison versus des gens qui habitent à 2, puisque les enfants sont partis, les 6, ça fait 6 douches, 6 chambres à chauffer. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est comme un peu injuste pour les familles nombreuses, finalement. Mais tu sais, d'avoir des mesures comme ça qui s'appliquent également à tout le monde, des fois, ça crée, encore une fois, des inégalités. Mais pourquoi la personne de 2 doit payer pour ceux de 6? À un moment donné, j'ai une question de... On a des choix. Parce que les jeunes enfants, ils contribuent pas beaucoup au portefeuille du ménage. J'entends ça. Mais bref, Gabriel, toujours un plaisir de t'accueillir, de débattre avec toi. Puis évidemment, tous ceux et celles qui ont envie de se joindre à nous, on va continuer avec Gabriel à explorer différentes thématiques économiques. Écrivez-nous au 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Merci, Gabriel. Plaisir.